Bonjour François Hollande. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Les Enfants de la République. Je vous cite dans le livre Bouleversement, virus, climat, guerre, pénurie, famine, le temps des catastrophes semble être advenu. Donc vous écrivez ça en introduction du livre Bouleversement que vous publiez chez Stock. Un ouvrage entre réflexions et anecdotes qui vous permet d'analyser les mutations géopolitiques qui ont depuis 10 ans, depuis 2012, contribué à fragiliser les systèmes démocratiques. Est-ce à dire, François Hollande, que le monde est plus dangereux en 2022 qu'en 2012 au début de votre mandat présidentiel? Oui, même s'il n'y a pas de cause, ce n'est pas parce que je ne suis plus président que le monde serait devenu plus dangereux, mais il l'est incontestablement depuis une décennie. Toutes les conditions de crise multiples sont réunies. Vous en avez évoqué quelques-unes, nous les avons sous les yeux, aussi bien la guerre en Ukraine que les tensions sur le nucléaire iranien, que bien sûr la question climatique, et j'en oublie tellement. C'est-à-dire qu'il s'est passé un basculement à partir de 2012, et où les démocraties sont devenues beaucoup plus fragiles et sont les cibles des régimes autoritaires. Et donc c'est parce que vous êtes arrivé à l'Élysée que ça s'est passé comme ça, hein? Non, voilà, j'ai eu, grâce à ma responsabilité à ce moment-là, conscience que nous étions en train de voir le monde tourner, c'est-à-dire que ce qui était longtemps la force des démocraties était directement miné par à la fois l'intérieur, des convulsions, des divisions, des mises en cause, et par l'extérieur, et notamment par la Chine et par la Russie. Dont vous parlez dans ce livre. Alors avant de poursuivre sur les mutations géopolitiques de la planète, et parce que c'est le principe de l'émission, on va parler de votre parcours, François Hollande. Votre père était un médecin favorable à l'Algérie française, votre mère une assistante sociale plutôt catholique de gauche. En 74, vous êtes diplômé de Sciences Po, ensuite c'est HEC, c'est l'ENA, promotion Voltaire en 78, la Cour des comptes en 80, avant d'entrer comme chargé de mission de François Mitterrand à l'Élysée en 80. Ce parcours d'études a sans doute structuré, et vos parents ont indéniablement leur place dans la somme de choses apprises. Lesquelles vous viennent à l'esprit? D'abord, je remercie mes parents, parce que mon père, vous avez raison, était droite... lié à l'Algérie française, je ne sais d'ailleurs pour quelle raison. Il avait été candidat plusieurs fois à des élections locales. Donc enfant, je le voyais s'agiter. J'essayais de comprendre. Et ma mère, elle, parce qu'assistante sociale dans des usines, me renvoyait des situations locales et sociales qui étaient particulièrement lourdes. Et ça peut tenir un couple avec d'un côté un père Algérie française et de l'autre une mère plutôt sociale, de gauche? C'était un couple qui avait des difficultés à rester ensemble, mais ce n'était pas la seule raison. Et donc, je leur en sais gré parce qu'ils m'ont appris ce qu'était la curiosité, ils m'ont appris ce qu'était l'engagement, même si ce n'était pas le mien, et ils m'ont donné cette envie de s'occuper des autres, pour des raisons très différentes. Alors, vous vous occupez des autres, donc, quand vous entrez en politique, vous entrez à l'Élysée en 81, comme conseiller de Mitterrand. Et pourquoi on se lance en politique, François Hollande? Pourquoi vous vous êtes lancé en politique? Très tôt, j'étais au lycée, c'était plusieurs années après mai 68, je sentais une société qui bouillait de toutes parts, et un besoin de changement, d'alternance, et c'est la raison pour laquelle je me suis tourné vers la figure de François Mitterrand au début des années 70. Puisque vous parlez de Mitterrand, de François Mitterrand, comment faut-il vous définir? Quelle est votre filiation? Vous êtes européen comme Delors, manœuvrier comme Mitterrand, ou corrézien comme Chirac? Et je ne vous parle pas de Macron, de Sarkozy, ainsi de suite. Non, on peut avoir des références, on n'est pas obligé de suivre les mêmes parcours. J'avais pour Mitterrand une réelle admiration pour l'opposant qu'il était, pour la ténacité dont il a fait preuve, pour l'esprit de synthèse qu'il animait, et aussi pour un engagement européen dont il n'a jamais cessé de proclamer la nécessité. Sur Delors, j'avais pour lui un regard sur ce qu'il faisait comme compromis permanent, aussi bien lorsqu'il s'occupait du plan. Compromis jusqu'à une compromission? Ah non, jamais. Non, un compromis, c'est la recherche de solutions, et il les avait... Mais la solution en 95, il a... Alors après, lui-même n'était pas véritablement un homme politique qui voulait à tout prix être candidat. Il l'a d'ailleurs démontré, hélas, même si ça n'a pas empêché ensuite Lionel Jospin de prendre sa suite pour défendre la gauche. J'ai eu avec Lionel Jospin justement un long compagnonnage, et nous nous sommes toujours respectés. J'ai
particulièrement regretté, bien sûr, ce qui s'est passé en 2002. Et j'ai eu cette responsabilité de reprendre la gauche après cet échec collectif et de faire en sorte qu'elle puisse de nouveau aspirer à la responsabilité du pouvoir. On parlera de la gauche tout à l'heure, mais d'abord, eh bien, votre livre Bouleversement, on constate dans ce livre qu'un président de la République est aussi et surtout la voix de la France sur la scène internationale. Quels sont vos pires et vos meilleurs souvenirs diplomatiques, François Hollande? Quels sont selon vous les meilleurs et les pires chefs d'État que vous avez côtoyés? Alors, et je sens que ça va nous conduire directement à la Russie. Venons aux événements eux-mêmes. Le souvenir dont je suis le plus fier, c'est d'avoir réussi à accueillir à Paris la conférence sur le climat, la COP 21. Nous étions en décembre 2015, c'était quelques jours après les attentats du Bataclan, des terrasses et du Stade de France. Certains s'interrogeaient sur l'opportunité même de tenir cette conférence. Moi, j'ai voulu qu'elle puisse avoir lieu et nous l'avions très bien préparée avec Laurent Fabius, Ségolène Royal et beaucoup d'autres. Et c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir un accord cadre qui n'est pas suffisant, qui est très imparfait, mais qui permet d'être la base à partir de laquelle, d'ailleurs, dans quelques jours, va s'ouvrir une nouvelle COP à Sharm el-Sheikh en Égypte, la COP 27. Ça, c'est pour moi ce que la diplomatie peut faire de mieux, c'est-à-dire un grand accord international qui sert de cadre pour protéger la planète. Alors, le pire souvenir, ouais, c'est août 2013. Je suis dans mon bureau avec des ministres et mes collaborateurs. Nous sommes prêts à engager une action de force contre le régime de Bachar el-Assad. Et vous racontez, vous écrivez dans ce livre, hein, je sais, donc la scène, vous décrivez cette scène, vous dites Barack Obama veut me joindre, d'urgence, et donc à vos côtés, Laurent Fabius, Jean-Yves Le Drian, votre conseiller diplomatique, le chef d'état-major, ainsi de suite. Vous dites que vous activez le haut-parleur du téléphone, et là Barack Obama m'annonce qu'il est tout à fait déterminé à poursuivre une action, mais qu'il demande un temps de réflexion pour convaincre le Congrès américain de l'opportunité, de la pertinence de cette frappe. Et alors, justement... Et alors, je lui exprime mon inquiétude. Tout report est un renoncement. Dans quelques jours, nous allons aller ensemble à un sommet du G20 qui se tient à Saint-Pétersbourg. Nul doute que Vladimir Poutine va utiliser cette rencontre pour prévenir toute action contre Bachar el-Assad qu'il soutient et même, on le verra, qu'il accompagne dans son action meurtrière en Syrie. Et hélas, cette prédiction se confirme. Certes, les archives seront pour partie retirés de Syrie, mais il y aura eu là un renoncement, une faille, une brèche dans laquelle d'ailleurs va se mettre Vladimir Poutine quelques mois plus tard en Ukraine. On précise, en Crimée. En Ukraine, oui, puisque c'était l'Ukraine. Alors, parce que donc, ce qu'il avait été décidé avec les États-Unis, avec aussi la Grande-Bretagne, hein, c'est d'attaquer, de punir Assad, qui avait utilisé des armes chimiques lors d'un bombardement sur un quartier de Damas. Alors, quand on vous lit, hein, ça a l'air clair. Vous me direz si c'est ça ou pas. On se dit que quelque part, en ce mois d'août 2013, Obama a donné le permis de tuer à Poutine. Non, je n'utiliserai pas ces mots-là, mais il est certain qu'il y a des événements, des actes ou des non-décisions qui peuvent avoir des effets bien au-delà de la question qu'il convient de régler. Là, il s'agissait de punir Bachar el-Assad pour l'utilisation des armes chimiques contre son propre peuple. David Cameron n'avait pas pu convaincre la Chambre des communes. Et Barack Obama demandait un report qui finalement a été un rejet. On pourrait se dire que c'est simplement la Syrie qui est en cause. Eh bien non. C'est la preuve que les États-Unis d'Amérique, après une longue période où ils se sont engagés dans des actions extérieures, notamment en Irak, renoncent maintenant à avoir une position internationale fondée sur l'expression du droit et du droit
qui peut être défendu par la force. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, la Russie de Vladimir Poutine comprend que les États-Unis et, d'une certaine façon, l'Alliance Atlantique ne seront plus en riposte s'il y a d'autres violations du droit international. L'Iran comprend qu'il peut aussi avancer sur l'accord nucléaire sans crainte d'être empêché d'agir au Liban, en Syrie et en Irak. Et la Chine comprend elle aussi, que sur la question, en tout cas, de la présence des Américains dans l'ensemble des continents du monde, eh bien, là aussi, il y a une possibilité d'avancer. Ce qui veut dire que ce n'est pas simplement les États-Unis qui prennent une décision, c'est d'une certaine façon l'ensemble du monde occidental, même si la France, elle, peut s'enorgueillir d'avoir été vigilante et d'avoir été sans doute beaucoup plus lucide, eh bien, c'est le monde occidental qui recule, et ce sont les démocraties qui vont se retrouver beaucoup plus vulnérables. Et aussi, en vous lisant, on a l'impression, on se dit, tout était écrit dès 2012. Puisque vous écrivez que l'année 2012 marque un tournant dans l'ordre international, dans la mesure où le retour de Poutine aux affaires sonne l'offensive des régimes autoritaires. Oui, il se passe deux accessions au pouvoir qui sont majeures. Celle de Vladimir Poutine, certes, il avait déjà été président, mais depuis 2008, il n'était, si je puis dire, que Premier ministre. Et là, il revient avec une volonté de revanche, avec une frustration qu'il exprime, et avec la certitude, pense-t-il, que les démocraties sont décadentes, que les régimes autoritaires peuvent marquer maintenant davantage d'ambition, et à cette accession de Vladimir Poutine au pouvoir en Russie correspond aussi celle de Xi Jinping en Chine. Longtemps présenté comme plutôt un modernisateur, c'est vrai qu'il a eu à un moment la volonté de mettre la Chine en position favorable sur le plan économique et même sur le plan écologique, mais progressivement, il va prendre des positions beaucoup plus nationalistes et ils vont conclure, les deux chefs d'État, Poutine et Xi Jinping, une alliance qu'ils prennent comme totale, éternelle, et qui va avoir certaines conséquences dans l'ordre du monde, ou plutôt dans le désordre du monde. Puisqu'on parle de Poutine, on va parler de l'Ukraine. En France, le camp pro-Poutine ne faiblit pas, à l'extrême droite, mais aussi à LFI, à travers une position à géométrie variable de Jean-Luc Mélenchon, qui un jour accuse l'OTAN, un autre Poutine et le suivant Zelensky, puis aussi Ségolène Royal qui a mis en cause certains crimes de guerre de la Russie en Ukraine. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça ? Est-ce que de voir Ségolène Royal comme ça défendre Poutine quelque part, remettre en cause les crimes de Poutine, ça vous fait pas mal ? Non, d'abord Ségolène Royal s'est exprimée, puis après elle a regretté ses propos et elle est passée heureusement à d'autres sujets. Mais je reviens sur les liens qui pouvaient unir d'abord Vladimir Poutine et les extrêmes droites en Europe, et pas simplement en Europe, y compris avec des liens aussi aux États-Unis. Vous parlez longuement de Trump. Donc, ça, c'est une manœuvre que Vladimir Poutine a depuis longtemps engagée et que les extrêmes droites, pour des raisons de fascination à l'égard de ce que représentait Poutine, l'autorité, aussi pour une adhésion à certaines valeurs, y compris religieuses ou civilisationnelles, une présentation anti-islam qui pouvait également séduire, et puis aussi sans doute quelques relations financières qui ont été mises à jour progressivement. Donc ça, c'est le lien entre Vladimir Poutine et les extrêmes droites en Europe et dans le monde. Il y a un deuxième lien, c'est la droite française, ou une partie de la droite française, soyons justes, qui, au nom d'une conception un peu datée d'ailleurs du gaullisme, pense que nous sommes liés à la Russie, ce qui est vrai. Nous avons avec le peuple russe des relations tout à fait cordiales et anciennes, et bien que finalement Vladimir Poutine peut être un partenaire et qu'il est même assez malsain qu'on l'ait mis à l'écart, ne comprenant pas que Vladimir Poutine a changé de stratégie à partir de 2012 et qu'il va devenir beaucoup plus belliqueux. Vous citez dans ce livre donc les héritiers d'un gaullisme mal digéré, vous dites aussi d'un mitterrandisme mal assimilé. Oui, car ce n'est pas comprendre ce qu'a été la position de François Mitterrand, certes, qui a toujours voulu que l'Europe et la France puissent tenir une position autonome et ne se rallient pas ou ne s'alignent pas à l'égard des États-Unis. Mais quand il s'est agi, d'ailleurs comme le général de Gaulle, de savoir quelle était la menace principale, souvenez-vous de la phrase de François Mitterrand, les missiles sont à l'est et les pacifistes sont à l'ouest. Et enfin... 83, hein.
Oui, 83. Et enfin, il y a dans la gauche radicale une telle... Donc la gauche radicale, on dit Mélenchon. Oui, d'accord. Mélenchon. Un tel antagonisme à l'égard des États-Unis que l'anti-américanisme l'emporte sur toute autre considération. Et même encore, quelques jours avant la guerre déclenchée par Vladimir Poutine en Ukraine, il y avait des explications qui laissaient penser que c'était la faute de l'OTAN si Vladimir Poutine était dans une position agressive. Eh bien non, l'OTAN n'y est absolument pour rien. C'est pas l'OTAN qui a provoqué je ne sais quelle initiative, c'est Vladimir Poutine qui a décidé, depuis longue date d'ailleurs, d'envahir l'Ukraine. Vous revenez très précisément, c'est intéressant de parler de ces faits historiques, sur cette histoire des contrats signés en 2011 par Nicolas Sarkozy, qui prévoyait la livraison de 2 porte-hélicoptères Mistral à la Russie, et que vous avez dénoncé en 2015, en août 2015. Est-ce qu'aujourd'hui, vu ce qui se passe, vous dites peut-être que la guerre aurait pu changer, ça aurait pu changer le sens de la guerre, ces 2 frégates? Je ne veux pas exagérer l'importance de ces porte-hélicoptères. Et vous parlez, et j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que dans ce livre, vous rappelez les critiques dont vous avez fait l'objet à l'époque. Donc je ne veux pas exagérer l'importance tactique de ces 2 porte-hélicoptères, mais il est clair qu'ils auraient été particulièrement utiles pour la Russie pour frapper un certain nombre de villes ukrainiennes ou de positions militaires ukrainiennes. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je le relève, c'est que alors que j'avais pris la décision après la première guerre en Ukraine d'annuler ce contrat, ce qui aurait dû être une réponse unanime de la classe politique française. Un consensus en disant qu'il n'y avait pas d'autre choix, bien sûr, que d'annuler ces contrats compte tenu de la position belliqueuse, agressive de Vladimir Poutine. Eh bien non. À l'exception de la seule majorité socialiste de l'époque, eh bien, la droite française a considéré que c'était un manquement à la signature. Un jour noir pour notre politique étrangère. Mélenchon, trahison insupportable, vous rappelez ça dans le livre, trahison insupportable qui ridiculise la France. L'extrême droite, l'extrême gauche, et une bonne partie de la droite française qui, heureusement, aujourd'hui, considère que c'était ma décision la bonne et toute autre position la mauvaise. Alors vous racontez aussi, puisqu'on parle de Poutine, on parle de l'Ukraine, de sa guerre en Ukraine, vous racontez votre compte, c'était le 1er juin 2012 à l'Élysée avec Poutine. Et vous écrivez: un homme obsédé par l'OTAN et les États-Unis, avide de remonter le temps, désireux d'en découdre, un ennemi convaincu de la démocratie, qui pratique un art du mensonge très élaboré. Alors d'abord, est-ce à dire qu'il est illusoire d'en espérer quoi que ce soit, et est-ce à dire que Emmanuel Macron s'est fait rouler dans la farine par Poutine et a choisi la mauvaise stratégie par rapport à lui? J'ai parlé. On le sent un peu dans ce que vous écrivez. Parler énormément avec Vladimir Poutine. Je ne parle pas simplement de cette premier entretien en juin 2012, mais ensuite, lorsqu'il y a eu tout ce qui était le format Normandie, c'est-à-dire la réunion de l'Allemagne, de la France, de l'Ukraine et de la Russie pour trouver une issue à la première guerre ukrainienne, ce fameux accord de Minsk que nous avons signé, c'était au début de l'année 2015, je n'ai cessé de parler à Vladimir Poutine. Mais pour obtenir un résultat, pour avoir une négociation qui se conclut de manière positive, il faut établir un rapport de force. S'il n'y a pas de rapport de force, Vladimir Poutine en lisera la conversation, différera les choix, procrastinera, c'est-à-dire renverra plus tard, et fera des longues phrases, des longs monologues, et j'en ai connu. Donc il faut toujours établir un rapport de force. Et à partir de cette position militaire, il est possible que les Ukrainiens, aujourd'hui d'ailleurs, sont les seuls à assurer, eh bien, à partir de cette position militaire, à partir des aides que l'on donnera à l'Ukraine, des sanctions qu'on infligera à la Russie, il sera possible, pas tout de suite, d'avoir une sortie négociée, parce qu'à un moment, pour arrêter une guerre, il faut négocier. Est-ce qu'il fallait, jusqu'aux derniers jours qui ont précédé l'intervention russe en Ukraine, parler à Vladimir Poutine? Sans doute. Mais vous auriez fait la même chose que Emmanuel Macron? J'imagine que j'aurais tout tenté, mais il est clair que Vladimir Poutine pratiquait, et pratique toujours d'ailleurs, l'art consommé du mensonge, et que ça ne servait plus à rien. Alors est-ce que vous dites comme Biden, il a dit cette semaine que Poutine se trouve dans une situation difficile? Ah oui, je pense qu'il se trouve... Désespéré?
désespéré, non, mais dans une situation éminemment difficile, puisque ce qu'il avait imaginé, une guerre rapide et sans doute un changement de pouvoir en Ukraine ne s'est pas produit. Ensuite, il avait pensé conquérir des territoires, les 4 régions que d'ailleurs la Russie a annexé, et nous voyons bien que sur ces territoires-là, il y a une contre-offensive ukrainienne. Il n'avait pas pensé que les sanctions qui ont été heureusement prises par les Européens et les Américains auraient des conséquences aussi lourdes en Russie. Il n'avait pas anticipé le fait que la population, notamment celle qui peut être mobilisée pour le conflit, eh bien, s'y refuse, en tout cas n'y adhère pas majoritairement et complètement. Et donc il a une série de déconvenues. Mais quelle est sa tactique maintenant ? La guerre, dans cette partie-là, elle est très liée aux saisons. C'est gagner du temps. Que l'hiver va lui permettre, à tous égards, de geler le conflit. Là, il frappe des centrales électriques en Ukraine pour que les Ukrainiens soient immobilisés. Et Zelensky dit même qu'il a miné un barrage. Un barrage. C'est possible, donc il crée une espèce de confusion, de difficultés pour l'approvisionnement, y compris des forces armées ukrainiennes, et surtout une population ukrainienne qui peut être tout à fait affectée par le manque d'électricité, le manque de chauffage. Donc créer un rapport, là aussi, de force avec l'Ukraine, et aussi il agit sur nous, c'est-à-dire son pari, c'est de penser que les prix du gaz, les conséquences en termes de pénurie, l'inflation, tout ça va désespérer les populations européennes, va diviser l'Europe et va conduire à un moment ou à un autre un certain nombre de gouvernements à demander qu'il y ait une négociation sur les bases même de la situation sur le terrain. Ça veut dire que la Russie, Poutine, n'a pas perdu la guerre encore, hein ? Mais non, il ne l'a pas perdu. Il est en recul, mais il n'est pas en capacité militaire de l'emporter. Donc il va utiliser d'autres armes, les armes qui sont celles de mettre en cause un certain nombre d'infrastructures, les armes économiques avec le gaz et les armes politiques, puisqu'il essaye toujours de jouer avec la Chine et un certain nombre de pays émergents pour faire en sorte qu'il ne soit pas complètement isolé. Est-ce que Poutine peut tomber ? Est-ce qu'il doit tomber ? Est-ce qu'il faut qu'il tombe ? Est-ce que les Occidentaux doivent tout faire pour qu'il tombe, pour que son régime tombe ? Je pense que ce serait une erreur de la part des Occidentaux de donner comme objectif de faire tomber Poutine. Ce que nous ne voulons pas, c'est qu'il puisse gagner cette guerre, mais ensuite c'est l'affaire des Russes de savoir s'ils doivent garder ou pas Poutine. Je crois que si on donnait cette cible, eh bien ça serait en réalité un atout pour Poutine de dire, vous voyez, ce n'est pas l'Ukraine que l'on veut protéger, que l'on veut garder de la part des Occidentaux, c'est en réalité le régime russe qui serait en réalité l'objectif ultime du soutien qu'apportent les Occidentaux à l'Ukraine. Vous avez été président de la République, donc vous savez un peu comment se passent les choses dans les coulisses. Est-ce que les services occidentaux sont capables d'éliminer Poutine ? Mais je ne crois pas que ce soit l'ordre qu'il conviendrait de leur donner. Je pense que ce serait une grave faute que de se mettre dans cette situation. Nous n'avons qu'un seul objectif, c'est aider les Ukrainiens, nous n'avons pas d'autre. Alors, autre chose, ce qu'on voit aussi depuis quelques semaines, c'est que l'Iran est devenu un acteur de cette guerre de Poutine en Ukraine, après avoir été à l'œuvre, vous l'avez dit tout à l'heure, notamment en Syrie et au Liban. Vente de drones à la Russie, formateur iranien présent en Crimée. Cette implication iranienne en Ukraine, ça change quoi ? Et ça signifie quoi pour la Russie de Poutine ? Est-ce que Iran-Russie, c'est l'axe du mal ? Nous devons bien comprendre qu'il y a une grande alliance qui s'est conclue entre la Chine et la Russie, je l'ai dit, dès 2012, et qui n'a cessé de se renforcer depuis. Ça ne veut pas dire que les Chinois, notamment le président, ne soient pas inquiets de la situation provoquée par Vladimir Poutine en Ukraine. Et puis, il y a une autre alliance qui est celle de tous les régimes autoritaires qui, d'une certaine façon, marquent une solidarité entre eux. Exemple, l'Iran qui a des contraintes en termes de sanctions, la Russie qui ne peut pas vendre son gaz n'importe où, eh bien, agissent de concert pour essayer de
contourner les sanctions qui leur sont imposées. C'est plus grave, l'Iran fournit des armes à la Russie, et je n'ai pas d'informations, mais les services américains laissent penser qu'il y aurait même des Iraniens qui seraient en Crimée pour actionner. Et donc ça change quoi ? Et ça signifie quoi ? Est-ce que ça veut dire que Poutine, est-ce que ça ne veut pas dire que Poutine est aux abois ? Non, ça signifie que des régimes autoritaires sont en lien les uns avec les autres, et que leur cible, c'est nous. Nous, c'est-à-dire ? Nous, les démocraties. Et qu'ils pensent que l'action de force, ces régimes pensent que ces actions de force peuvent affaiblir les démocraties. Et comme en plus l'Iran connaît une révolte de femmes qui n'en peuvent plus de subir les contraintes qu'on leur impose et même les crimes qui sont parfois commis. Alors quel regard vous portez sur ce qui se passe en Iran ? L'Iran est aussi en position offensive pour sortir de sa propre difficulté intérieure. Cette révolte quelque part des femmes en Iran, vous en pensez quoi ? Je pense ça peut déboucher sur quoi ? Est-ce que le régime islamiste est en danger ? Il l'est. Le régime des mollahs est en très grande difficulté parce que, au-delà des femmes, une population n'en peut plus de voir ses libertés mises en cause, de voir son économie qui ne peut pas se développer comme il convient à cause des sanctions, et de voir un régime qui n'évolue que dans une forme de plus en plus répressive. Alors après, est-ce qu'il y a une alternative intérieure ? Est-ce qu'il est possible qu'il y ait à un moment une solution politique ? Ça, je crois que c'est trop tôt pour en parler. Mais ce qui est vrai, c'est que ce régime est aussi aux abois. D'où d'ailleurs sa tentation aussi d'aller vers une arme nucléaire dont il pourrait disposer. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Ils sont au seuil de l'accès à l'arme, mais ils ne sont pas encore capables de la mettre en œuvre, mais on voit bien le danger que ce régime représente. Alors justement, il y a un passage qui est consacré justement aux menaces nucléaires de l'Iran dans ce livre, et vous n'y croyez pas, d'abord aux menaces de Poutine, vous n'y croyez pas, mais vous dites c'est une toute autre logique qui prévaudrait si la tension persistait entre l'Iran et Israël, si les négociations avec Téhéran échouaient, et s'il ne faisait plus de doute que l'Iran était sur le point de détenir l'arme atomique. En clair, vous envisagez alors des bombardements préventifs menés par l'aviation israélienne contre des installations iraniennes. Est-ce que l'intervention de l'Iran en Ukraine nous rapproche d'un tel scénario ? Non, je pense qu'il faut dissocier. L'Iran aide la Russie parce que la Russie aide l'Iran justement à différer ses engagements en matière nucléaire, de non-prolifération nucléaire. Donc ces deux régimes sont soudés l'un à l'autre. Ensuite, l'Iran sait que s'il allait jusqu'au bout de ses intentions, c'est-à-dire d'accéder un jour à l'arme, Israël forcément réagirait. Et vous, sous quelle forme? Quand on vous lit, on se dit François Hollande pense qu'Israël pourrait intervenir. Sous quelle forme? Je n'en sais rien. Mais Israël ne peut pas accepter que l'Iran puisse accéder à l'arme nucléaire. Et vous comprenez ça? Bah oui, je comprends que la menace serait encore plus élevée d'une intervention de l'Iran dans la région. Donc ça veut dire que si l'Iran était sur le point d'accéder à l'arme nucléaire et si Israël intervenait, ça serait logique pour vous? Non, c'est pas forcément logique. Mais ça serait justifié. Non, je ne me place pas sur ce terrain-là. Je dis qu'il y a un risque très sérieux si l'Iran accédait à l'arme nucléaire. D'abord, que l'Iran puisse un jour l'utiliser. Et deuxièmement, je pense qu'Israël ne pourra pas rester insensible ou indifférent. Donc quelle est la réponse? Quand on a cette équation, la réponse pour la résoudre, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait un accord international pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. On a l'air d'être loin de cet accord en ce moment. Et on y était... Enfin, on avait un accord, et sous ma présidence, il y a eu cet accord-là. Il était très important, parce qu'il nous protégeait tous. Deuxièmement, il y a eu de la part de Trump une décision tout à fait malencontreuse de le déchirer. Et à un moment, on a cru que l'Iran pouvait revenir à la table des négociations. Pour l'instant, compte tenu de la situation, ça paraît difficile de l'imaginer. Autre sujet que vous abordez dans ce livre, c'est la question de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan. Le 13 septembre, l'Azerbaïdjan a lancé une nouvelle offensive armée contre la République d'Arménie, en envahissant son territoire, bombardant les populations civiles. Face à cette agression, est-ce que la France s'est suffisamment engagée aux côtés de l'Arménie ?
Oui, la France... Est-ce que si vous étiez président aujourd'hui, est-ce que vous seriez engagé plus ou pas? C'est toujours facile de dire ce qu'on aurait fait. Je peux vous dire ce que j'ai fait. J'avais réuni à l'Élysée, d'ailleurs, les deux présidents de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan pour trouver une solution. J'ai pensé à un moment qu'elle pouvait être à notre portée, finalement... Et là, vous dites aussi dans le livre, hein, c'est la Turquie qui est derrière l'Azerbaïdjan. Et finalement, elle ne l'a pas été permise, cette solution, d'où d'ailleurs la guerre qui s'est produite, parce que, là encore, la Turquie a poussé l'Azerbaïdjan à utiliser la force, et la Russie, qui était longtemps protectrice de l'Arménie, a, pour des raisons tout à fait tactiques, laissé l'Azerbaïdjan reprendre des positions territoriales et donc affaiblir l'Arménie. Pourquoi affaiblir l'Arménie? Parce que l'Arménie a un régime démocratique et que l'Arménie avait fait le choix d'un Premier ministre qui, justement, avait la volonté d'ouvrir et de moderniser son pays. Est-ce que vous êtes de ceux qui notent une proximité entre l'Arménie et la France, entre le peuple arménien et le peuple français? Oui, il y a des liens très forts qui nous unissent avec les Arméniens de France et d'ailleurs du monde. Nous avons le souvenir du génocide. Et j'ai moi-même été à Erevan pour l'anniversaire centenaire de ce génocide. Et donc nous sommes liés, mais nous sommes aussi partie prenante d'un règlement du conflit. Puisque dans ce groupe de Minsk, une fois encore, c'est le groupe de Minsk, il y a les États-Unis, la France et la Russie qui doivent contribuer à maintenir la paix dans cette région. Encore beaucoup de questions et peu de temps. Vous parlez dans votre livre de l'Europe et des relations entre la France et l'Allemagne, et justement l'actualité, c'est cette crise désormais ouverte entre Paris et Berlin, avec le rapport signé du Conseil des ministres franco-allemand du 26 octobre, même si le chancelier allemand sera à Paris, les divergences qui se multiplient entre les deux capitales sur les dossiers liés à la défense et à l'énergie. Vous écrivez que les crises font l'Europe, et là pourtant, on a l'impression que la guerre en Ukraine contribue à défaire l'axe franco-allemand. Est-ce que c'est aussi un constat que vous faites? Est-ce que l'axe franco-allemand, c'est fini? Non. D'abord, regardons positivement l'état de l'Europe. Face à une... Mais on parle de l'axe franco-allemand. Oui, face à une guerre qui est à nos portes, l'Europe a réagi de manière unie et de manière responsable et de manière ferme. Donc il n'y a pas eu de dislocation du camp européen. L'axe franco-allemand. Ensuite, les conséquences de la guerre en Ukraine bouleversent aussi les économies de chacun de nos pays. Et il est vrai que l'Allemagne a pu prendre des décisions unilatérales et pas toujours concertées avec ses partenaires. Vous comprenez la grogne, on va dire, d'Emmanuel Macron? Donc il y a effectivement des interrogations qui doivent être posées et il y a des partages de responsabilités qui doivent être mises davantage en évidence. Alors, si l'axe franco-allemand s'abîme, ou si le couple franco-allemand se désunit, c'est toute l'Europe qui est, d'une certaine façon, impactée. Est-ce que vous dites que le couple franco-allemand est abîmé? Pour l'instant, le couple franco-allemand n'est pas harmonieux. Et on voit bien que ça a des conséquences sur les décisions européennes. Chacun espérait un plafonnement du prix du gaz. Il n'a pas été mis en place. Beaucoup espéraient qu'il puisse y avoir des facilités financières pour les États qui sont les plus en difficulté à cause des prix de l'énergie élevés. Ça n'a pas été introduit, à la différence de ce qui s'était passé pendant la crise pandémique. Donc il est urgent que la France et l'Allemagne se retrouvent. Je crois savoir que donc Olaf Scholz va venir à Paris mercredi, et à mon avis, il est très important de relancer de quelle manière le couple franco-allemand, au moins sur deux questions. La première, sur la maîtrise du prix du gaz et la solidarité pour échanger un certain nombre d'énergies fossiles entre nous. Et la deuxième décision, c'est de permettre que, compte tenu des difficultés financières que éprouvent les États, il puisse y avoir des emprunts qui puissent être faits par la Commission européenne et des prêts ou des dons qui puissent être affectés aux États les plus en difficulté. Autre dossier, peut-être pas européen, mais en tout cas à l'intérieur de l'Europe, vous parlez du Brexit dans votre livre. Est-ce que l'échec et la démission de Liz Truss à Londres, c'est une conséquence du Brexit? Alors pour ceux qui pensaient que le Brexit, finalement, pouvait être le premier acte de la dislocation de l'Europe et pouvait être même une solution pour échapper aux diktats de la Commission européenne ou à des disciplines que nous ne voulions plus supporter, eh bien, la démonstration est désormais faite.
C'est-à-dire, le Brexit, la sortie d'un pays de l'Union européenne, ne donne pas à ce pays-là plus de liberté, il lui en donne encore moins. Ce qui est très intéressant dans ce qui vient de se produire, c'est que la première ministre, enfin l'ex-première ministre, qui voulait s'affranchir de toutes les règles en matière fiscale, donner davantage encore à ceux qui avaient le plus et ne pas respecter de règles en matière de déficit, a été bouleversée par les marchés, chahutée à un point qu'elle a été basculée. Et donc maintenant, regardons, quel est le parti en Europe et en France qui veut faire sortir la France de l'Union européenne? Plus aucun. Quel est le parti qui veut changer les règles de l'euro pour éventuellement sortir de la zone euro, faire sortir la France de la zone euro? Plus aucun. Et donc, ça veut dire que le Brexit est un échec. D'une certaine façon, si les Britanniques avaient voulu rendre service à l'Europe, ils ne s'y seraient pas pris autrement. Le Brexit, c'est la meilleure des manières d'illustrer ce que l'Europe peut apporter et ce que la sortie de l'Union européenne peut produire. On va passer de l'Europe à la France. Crise des carburants, inflation record, incertitude économique, manifestation notamment de Mélenchon contre la vie chère et même appelé à la grève générale. Est-ce qu'il y a un risque que tout cela s'agrège? Va-t-on vers un blocage, vers une explosion sociale? Non. Non. L'inflation engendre des... Pas d'explosion sociale en vue. L'inflation engendre des difficultés très sérieuses pour bon nombre de nos compatriotes. Amputation de pouvoir d'achat, impossibilité de réévaluer le salaire à mesure que les prix montent, problème d'approvisionnement énergétique, bref. Mais il y a beaucoup d'impact de ce que l'inflation aujourd'hui produit. Mais pour qu'il y ait une agrégation de colère, il faut qu'il y ait un débouché social ou un débouché politique. Quel est le débouché social? Ça devrait être, et je pense que un certain nombre de syndicats, notamment la CFDT, vont dans ce sens, de provoquer des négociations dans les entreprises, et si ce n'était pas suffisant, de proposer une conférence salariale, justement pour... Il la faut, cette conférence salariale? Je crois que ce serait une des solutions pour le... Je dis pas pour le court terme, mais pour le moyen terme, de voir des mécanismes qui permettent de favoriser... Si vous étiez président, est-ce que vous, encore aujourd'hui, est-ce que vous augmenteriez le SMIC? Non, le SMIC a été augmenté. Non, mais est-ce que vous l'alignerez sur l'inflation? Il est aligné sur l'inflation, le SMIC. Il est indexé. C'est le seul salaire qui est indexé. Donc, ce que je ferais si j'étais président, c'est ce que j'ai fait comme président. Je convoquerai une conférence sociale sur cette question-là. Après, le débouché politique. Quand il y a des manifestations, quand il y a des grèves, quand il y a des blocages, bon, nous avons échappé heureusement à cette issue-là, c'est qu'il y ait un débouché politique. Quel serait le débouché politique? Ce serait le retour des Français, enfin des élections à travers une dissolution ou tout autre. Vous y croyez à la dissolution? Aujourd'hui, personne ne la souhaite. Et on poursuit. Jean-Luc Mélenchon, avec le soutien du PS, a aussi décidé de contester la politique d'Emmanuel Macron dans la rue. Est-ce que 6 mois après une élection présidentielle, 4 mois après les législatives, on peut comme ça, quand on est l'une des forces d'opposition, s'opposer au pouvoir dans la rue et non plus à l'Assemblée, ou pas seulement à l'Assemblée? Est-ce que c'est dans la rue? Le rôle des organisations politiques, c'est d'être au Parlement lorsqu'elles sont représentées, et c'est le cas à niveau convenable, et c'est aussi en tant qu'élu de collectivité d'agir. Ce n'est pas de manifester dans la rue, sauf si les syndicats eux-mêmes en prenaient la décision et la responsabilité. Mais pour l'instant, les mobilisations syndicales sont celles d'une partie simplement des organisations représentatives et pas de toutes. Donc le rôle des partis politiques, c'est de faire en sorte qu'il y ait des solutions qui pourraient être proposées et des alternatives qui soient rendues possibles, y compris s'il devait y avoir des élections anticipées. Et les élections anticipées, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête pour vous? Elles n'ont de sens que si il y a des alternatives crédibles qui puissent être proposées. D'alternatives crédibles aujourd'hui. Pour l'instant, elles ne sont pas préparées, en tout cas. Alors, aussi dans l'actualité, puisqu'il faut qu'on parle aussi de l'actualité, il y a ce 49.3 utilisé par le gouvernement pour faire passer le budget et également le PLFSS. Est-ce que, comme le dit l'opposition, notamment de gauche, aussi d'extrême droite, c'est un choix antidémocratique, le 49.3?
Que vous avez utilisé quand vous étiez président. Le 49.3 est prévu par la Constitution, donc il n'est pas antidémocratique, puisqu'il fait partie de ce qu'est le droit constitutionnel. Néanmoins, c'est toujours une décision lourde, parce que moi-même, l'ayant utilisé, c'est toujours le signe qu'il n'a pas pu y avoir de majorité positive qui se soit prononcée sur un texte. Mais il est vrai aussi que ce qu'ont voulu les Français, le fait qu'il n'y ait pas de majorité à l'Assemblée nationale, oblige, s'il n'y a pas de coalition. Or, il n'y a pas de coalition. Ouais. Il aurait pu y en avoir une entre les LREM et les LR, mais dès lors qu'il n'y a pas de coalition, eh bien, il y a à un moment, pour faire passer un texte, la seule issue du 49.3. Ça vous choque mais ou pas pour utiliser le 49.3, à mon avis, de manière responsable et de manière ouverte, il faut-il encore laisser du temps à la discussion. Mais c'est ce qui a été fait dans ce qui a été fait pour le budget et ce qui n'a pas été fait pour la sécurité sociale. 49.3. Boris Vallaud est aujourd'hui président du groupe PS à l'Assemblée. Il était en 2016 secrétaire général adjoint de l'Élysée, donc à vos côtés. Il dénonce donc en tant que président du groupe socialiste aujourd'hui l'utilisation du 49.3 pour faire adopter le budget et le PLFSS. Et alors, ce qu'on apprend, ce qui ressort, c'est qu'en 2016, alors secrétaire général adjoint de l'Élysée, vous avez conseillé, dans une note, d'utiliser le 49.3 pour faire adopter la loi travail, je crois, précisant dans cette note qui vous avez envoyée que le 49.3 ne sera ni un acte d'autorité, ni un acte de faiblesse. Alors, est-ce qu'on peut avoir comme ça un raisonnement à géométrie variable quand on est un homme politique, quand on est président de l'un des groupes d'opposition ? L'utilisation du 49.3, je l'ai dit, est prévue par la Constitution. Et son usage et son recours dépend des situations. Moi, j'étais, en tant que président, confronté à une dissidence dans ma propre majorité. Mais donc, et donc, j'étais amené à utiliser le 49.3... Contre votre majorité, contre les opposants. Pas contre ma majorité, contre une partie, toute petite partie qu'on a appelée les frondeurs de ma majorité. La question, c'est Vallaud. À l'époque, vous dites qu'il faut utiliser 49.3. Aujourd'hui, il dit c'est antidémocratique. Vous lui poserez la question pour ce qui le concerne. Et moi, ce que je vous dis, c'est que je ne peux pas dire que le 49.3 ne doit jamais être utilisé, puisque j'y ai eu recours, mais ça doit être fait dans certaines conditions, laisser le débat, ce qui avait été le cas d'ailleurs sur la loi travail, laisser le débat courir pendant un certain temps, prendre éventuellement des amendements qui peuvent être compatibles avec le texte, et enfin tenir compte d'une impossibilité de le faire adopter autrement que par cette procédure, dès lors qu'il y a soit une dissidence de la majorité, soit une impossibilité d'avoir une majorité sur ce texte. Vous avez été député combien, 15, 20 ans ? Oh, j'ai été député près de 30 ans. Oui. Près de 30 ans, député. Est-ce que si vous étiez député, demain, lundi, voteriez la motion de censure de la NUPES ? Il se trouve que je ne suis plus député. Très bien. Donc, je ne peux pas répondre à des questions qui ne me sont pas posées. Non, mais je vous pose la question. Ce que je crois, c'est que... motion de censure, est-ce que vous la voteriez ? Alors, je vous pose la question autrement. Est-ce que les socialistes ont raison de voter une motion de censure contre le pouvoir ? La question qu'ils doivent se poser, c'est est-ce que la motion de censure va pouvoir renverser le gouvernement ? La réponse est non, puisqu'il n'est pas possible d'ajouter ses voix à celles de l'extrême droite pour arriver à cette solution-là, et en plus provoquer des élections anticipées, puisque le président Macron a dit que face à un renversement, un vote de motion de censure, le renversement du gouvernement, il dissoudrait l'Assemblée nationale. Ensuite, est-ce qu'il faut envoyer un signal ? Ça, c'est la responsabilité des députés de le faire, de dire qu'ils ne sont pas satisfaits de la manière avec laquelle le débat a eu lieu ou du texte qui leur est proposé. Ça, c'est leur affaire, c'est plus la mienne. Et donc, censure ? Il faut la voter ? Je vous ai répondu. Mais j'ai pas compris la réponse. Ma réponse, c'est que je ne suis plus député, donc je n'ai pas à dire ce que j'aurais à faire, puisque je ne suis pas dans cette situation-là. Vous avez toujours d'ailleurs la carte du Parti Socialiste ou pas ? Oui. Vous souhaitez qu'Olivier Faure soit réélu au Congrès ? J'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a un congrès. Je pense que cette direction a fait un choix stratégique d'aller avec la NUP sans aucune condition sur la ligne et sur la représentation. C'est pas mon choix. D'ailleurs, Olivier Faure, quand vous l'avez vu à la manifestation dimanche dernier, se postait 3 pas derrière Jean-Luc Mélenchon pour l'écouter sagement prononcer son discours depuis un camion, comme il a fait place de la Bastille. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? D'un côté, c'est Mélenchon, le roi de la NUPES, et Olivier Faure, le prince consort. Dès lors que ce choix a été fait d'aller avec la NUP sans aucune réserve, sans aucune condition et sans aucun cap, je pense qu'une autre direction est possible. Est possible et souhaitable ?
Je vous ai dit ce qu'il en était. Il y a un congrès et il y a des motions qui vont se... Non, mais quand vous dites possible, moi je comprends un peu souhaitable. Je ne suis plus un acteur de la vie du Parti socialiste. Je le regarde. Je pense qu'il y a une nécessité... Non, il y a une nécessité de reconstruire une force politique qui puisse être justement l'élément majeur de l'alternative. C'est-à-dire, il faut, face à un pouvoir qui est en difficulté, on le voit bien, une extrême droite qui est menaçante, une gauche radicale qui est simplement dans l'incantation, il faut qu'il y ait une force socialiste qui puisse être dans la proposition, dans l'action, et demain, dans l'alternative au gouvernement. Vous y croyez à cette alternative au gouvernement, avec François Hollande chef de file? J'y crois parce que je pense que c'est nécessaire, non pas simplement pour cette famille politique, c'est nécessaire pour la démocratie en France. Dernière question, que vous inspire la polémique autour de l'assassinat épouvantable de la petite Lola? C'est un débat politique légitime ou de la récupération politique de la part de la droite et de l'extrême droite qui ont donc lancé une polémique à ce sujet autour des OQTF, les obligations de quitter le territoire français? Parce que l'assassin est une jeune femme algérienne. C'est un crime horrible qui soulève l'indignation. Je n'ai pas de mots pour dire ce que je pense des parents, c'est-à-dire ils sont admirables de décence, de respect, d'honneur même par rapport à ce qu'ils vivent et à ce qu'ils ressentent. Je sais qu'ils vont quitter leur quartier, retourner dans leur ville dans le nord, demander que chacun puisse comprendre leur douleur. Donc tout ce qui est récupération, provocation, utilisation, c'est de l'indécence. Il n'y a pas de mot pour dire ce que vivent les parents, mais il y a un mot pour dire ce que font les récupérateurs, c'est l'indécence. Dernière question, vous seriez président, est-ce que vous boycotteriez au moins diplomatiquement le mondial du Qatar? Puisque vous êtes un passionné de foot. J'ai déjà dit que boycotter le mondial du Qatar n'a pas de sens. Diplomatiquement. Parce que... Est-ce que vous enverriez votre ministre des Sports au Qatar? Bon, je pense que, en tout cas, président, je dirais pas au Qatar pour cette manifestation-là. Mais il est rare d'ailleurs que les présidents se déplacent pour les Coupes du Monde. Sauf en finale. Sauf en finale, mais nous n'en sommes pas là. Voilà, merci en tout cas. Avant de conclure, je rappelle, François Hollande, que votre livre Bouleversement est publié chez Stock. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin de journée sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci.